émission où nous vous informons partant de l'actualité marquant la République démocratique du Congo sur le plan national, territorial comme sur le plan international. Alors ce matin, de ces questions d'actualité, on va beaucoup plus se focaliser par rapport aux enjeux internationaux, les mondes à mutation, quelle stratégie pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors, pour y faire, ce matin, nous avons le réel plaisir d'avoir un expert en économie, mathématiques et informatique, Monsieur Simplice Eyalé. C'est avec lui qu'on va au moins essayer de changer par rapport aux enjeux, aux dangers que court le monde qui est en mutation. Monsieur Simplice, bonjour. Et bienvenue à cette tranche d'animation. Bonjour Madame Eyalé. Je salue aussi tous les téléspectateurs de la chaîne, de ce programme. Et je vous remercie et toute l'équipe de pouvoir m'inviter, voilà, d'échanger avec vous en ce qui concerne l'actualité et qui domine le monde actuel. Voilà, l'actualité qui domine le monde actuellement, nous avons au moins les enjeux, nous avons aussi le monde qui est en mutation. Qu'il faut-il d'abord retenir sur le monde en mutation en fait? Voilà, les termes là, c'est ça qui complique moi-même les téléspectateurs quand on dit le monde est en mutation. Apparemment, il y a un changement ou pas? Oui, c'est vrai, vraiment c'est un thème qui est très intéressant pour tout le monde. J'aimerais qu'on rentre un peu à l'histoire, un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc les gens se sont réunis pour éviter un peu le conflit. Et voilà, il y a eu des institutions qui ont été créées en 1944. Il y a des institutions de Bretton Woods. On a la FMI pour la stabilité monétaire. On avait aussi la Banque mondiale pour la reconstruction. Donc on a dit qu'on doit coopérer pour éviter les guerres. Et ceux qui ont mis ces institutions, c'est en fait les gens qui ont gagné la guerre, en fait, l'Occident, vous voyez, les États-Unis et l'Europe. Voilà, donc ils ont dominé le monde pendant des années. Et voilà, et on a assisté à un monde un tout petit peu unipolaire où la décision dépendait des G7. Et voilà, donc le dollar a été choisi comme étant la monnaie des échanges internationaux. Et cela aussi a frustré des personnes et de pays émergents qui ont aussi continué à travailler après la guerre, comme la Chine, la Russie, tout ça. Et ils se sont battus. Voilà. Donc, on va y arriver en fait, hein, avant qu'on arrive d'abord là-bas. Je souhaiterais que vous puissiez juste nous dire, parce que les voix s'élèvent, les réactions nécessitent juste de se multiplier autour de l'actualité, surtout avec les enjeux de l'ère ces derniers temps où nous assistons à une guerre éternelle, s'il faut le dire ici, entre l'Ukraine et la Russie. Et cette montée aussi de la tension n'a pas laissé indifférente la Chine et les États-Unis. C'est ça. Donc, quel est faire voilà, donc j'ai commencé un peu à l'historique pour y arriver là où vous êtes. Et j'aime beaucoup l'approche que vous abordez pour cette émission, parce que ce n'est pas seulement pour les experts, mais c'est pour tout le monde. Vous voyez, le monde économique, nous sommes tous censés comprendre. Vous voyez, parce que si vous allez même dans de grandes écoles à l'étranger, que ce soit des écoles polytechniques, on enseigne l'économie. Donc, comme on venait de dire là-bas, voilà, des enjeux quand on voit la guerre entre l'Ukraine, la Russie, c'est en fait, nous vivons dans un monde, on quitte presque un monde de coopération, où on assiste à un monde où la puissance s'impose. Donc on doit manifester sa puissance. Chaque pays qui se sent puissant doit montrer qu'il est puissant. C'est ce que nous assistons actuellement. Donc, voilà, avant la guerre, c'était comme ça. C'est de là où intervient la mutation. C'est ça la mutation, parce que chaque pays doit s'imposer. Après la guerre, c'était, comme je disais, on devrait coopérer, éviter le conflit. Alors, puisqu'on doit se repositionner, comme je disais là, tantôt, donc le monde est en mutation parce que nous sommes presque dans une situation qui peut nous amener à une guerre mondiale. Et c'est ce qui était avant la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui ont gagné, c'est l'Occident. Et ils se sont imposés. Et après, on a dit la coopération. Mais aujourd'hui, comme je disais là, le pays est frustré
comme voilà, émergents comme la Chine, les États-Unis et tout, cherchent aussi à s'imposer, qui déclarent. N'oubliez pas, madame, la banque, l'FMI, selon sa prévision, en 2050, on aura la Chine sera première, les États-Unis deuxième, et en 2075, c'est la Chine première, l'Inde deuxième et les États-Unis troisième. Apparemment, ce sont juste les Occidentaux qui se positionnent par rapport à l'Afrique. La Chine aussi veut affirmer sa puissance économique et militaire. Et la Russie aussi veut montrer que voilà, elle est forte militairement. Alors, les États-Unis ont compris, hein, avec le président actuel, avec les gouvernements actuels, qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent avec la guerre. C'est pourquoi la politique de président Donald Trump, c'est en fait la doctrine de Monroe. Ça veut dire quoi? On a investi avec de guerres partout dans le monde et voilà, on a perdu beaucoup d'argent. Et pendant ces temps-là, la Chine a utilisé une politique de rattrapage, s'est développée en économie, la technologie et tout ça. Donc, ils ont compris cela. Ils ont dit, bon, voilà, on doit faire le repli sur les États-Unis. On doit favoriser les entreprises américaines. C'est tout au début de la politique du président Donald Trump, c'était ça. Donc, on a beaucoup favorisé les minorités, on a défavorisé les majorités. Donc, on doit vraiment travailler sur les valeurs des Américains. Lorsque nous regardons juste les tableaux que vous nous présentez par rapport aux enjeux internationaux, oui, où le monde est en mutation, on observe beaucoup plus que l'Afrique et n'est pas au moins classé ou encore considéré. Là, il ne faut pas non plus épargner aussi la République démocratique du Congo. Oui. Alors, quelle est la place qu'occupe la RDC actuellement dans le domaine de la mutation, voilà. où se trouvent beaucoup plus les enjeux internationaux? La RDC, le Congo. Le Congo, mon Congo. La RDC est au centre. Et au centre. La RDC est au centre vraiment de sécurité nationale de grande puissance. Pourquoi? La RDC possède à peu près 70% de cobalt, des réserves mondiales de cobalt. 70%, qui pourrait représenter à peu près 25 000 milliards de dollars américains. Et ces pays, aujourd'hui, on parle de croissance verte. Ça veut dire qu'on doit aller à une croissance qui voilà, protège l'environnement, une économie verte. Donc, tous ces minéraux-là, le cobalt, le lithium, tous ces minéraux que les grandes puissances en ont besoin, nous avons ça en RDC. Nous avons ça, c'est dans le dire en fait. Nous avons ça parce que ça n'en profite à personne. J'ai vu la réaction de M. Papi. Nous avons ça parce que ça profite à personne. De toutes les façons, les enjeux sont là. Oui. Mais les dangers persistent au moins de la partie est de la République démocratique du Congo, où vous le savez, que nous sommes vraiment pendant une guerre aussi qui revient au goût de chaque minute du jour. Alors, quelles sont les stratégies pour développer la RDC qui est au centre en fait, des enjeux internationaux? Mais madame, comme vous avez dit là, il y a la guerre à l'Est. La guerre est causée de quoi? C'est des entreprises multinationales. Ces entreprises qui ont utilisé, voilà, d'une manière informelle, des groupes armés pour, voilà, créer des guerres et utiliser ou exporter d'une manière illicite ou informelle nos minéraux. Nous avons les minéraux, c'est le potentiel, et vous voyez que des guerres sont à l'Est, c'est là où il y a de minéraux qui sont cherchés partout dans le monde. Et c'est ce qui fait que moi, je salue, loin de la politique, mais une analyse, je pense, personnelle et scientifique, la gestion de notre président qui, donc, a négocié directement avec les États-Unis. Parce que la majorité, Apple, toutes ces entreprises sont des entreprises américaines. Voilà. Au lieu que les choses se passent entre les entreprises et tout ça, il a négocié avec les pays, entre les États, et la coopération bilatérale entre Congo, RDC, ou ça peut être Congo-Chine, parce que je pense, comme vous avez demandé qu'on parle de stratégie de développement. Hier, c'était juste qu'on voulait que ça soit Congo-Russie aujourd'hui. Voilà, voilà, il y a des camps, voilà. Donc, il y a des pays qui choisissent. Certains sont derrière la Russie, d'autres veulent rester avec les Occidentaux. Voilà, donc je pense que nous ne devrions pas choisir l'un ou l'autre sur base des sentiments. On doit se baser sur le factuel. Voilà.
On ne peut pas dire que, bon, voilà, parce qu'on a connu la colonisation, et bon, on doit s'aligner derrière la Russie, la Chine, parce que tout ça. On devrait rester sur le fait qu'ils sont là. On sait qu'on a connu peut-être de passé mécontents. Mais voilà, qu'est-ce que nous pourrons tirer de bien aux États-Unis? Moi, je souhaiterais que vous nous traciez quand même, moi, en fait, je souhaiterais que vous nous traciez au moins de grandes lignes par rapport aux enjeux de l'heure sur le plan international où le monde est à mutation. Maintenant, s'il faut que la RDC puisse se remettre sur la phrase de développement, par où va-t-elle commencer? Voilà, l'un des points que, comme je venais de dire, nous devrions travailler avec toutes ces puissances. Parce que le monde est en mutation. On ne sait pas, sûrement demain, c'est Dieu seul qui sait, qui va gagner cette puissance, cette mutation. Est-ce que c'est les États-Unis qui va rester grande puissance? Mais c'est vrai, on a des prévisions qui montrent que la Chine monte. Est-ce qu'on doit s'aligner derrière la Chine? Je pense qu'on devrait rester, travailler avec toutes ces puissances. Et puisqu'on a le potentiel, tous ces pays cherchent de travailler avec la RDC. Nous ne devrions pas rester catégoriques pour dire que nous voulons la Chine ou les États-Unis. Non, moi je pense que c'est aussi l'approche menée par la gestion actuelle du pays. Donc notre pays coopère de manière multilatérale avec tous ces pays, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire? Quelles sont les stratégies que nous devrions mettre en place pour aider notre pays à se développer? Je pense, premièrement, on devrait commencer par l'éducation. Si vous vous souvenez, l'autre fois qu'on a pu échanger, je dis que la base de tout progrès commence par l'investissement à l'éducation. Quelle est la vision éducative pour notre pays? Est-ce que nous avons un système éducatif qui répond aux besoins actuels du monde? Parce qu'on fait le copier-coller. Mais quel est le besoin? Faisons un peu une... Voilà, que je vous repose encore cette question. Quels devaient être les besoins les besoins de la population congolaise partant de leur système éducatif? Est-ce que... Voyez, aujourd'hui, on a quand même essayé un peu de... Je vais quand même aller, parce que vous êtes notre expert, c'est à vous de nous orienter au moins par rapport à votre expertise en fait, dans ces domaines-là. Nous avons le changement du côté LMD, le système LMD qui vient juste d'intervenir. Il y a quelqu'un qui a dit c'est juste pour tuer encore l'homme congolais mentalement. Partagez-vous moi cet avis? Dans chaque système, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté aussi. Et voilà, le LMD, je pense que je ne peux pas dire que c'est mauvais, parce que c'est les trains en marche. Vous restez ou vous continuez? C'est l'art de sa mutation aussi. Parce que le monde, c'est le programme qui est dans le monde. Et pourquoi? Il y a un problème de mobilité des étudiants. Vous quittez le Congo pour aller dans un autre pays. Et vous avez un programme qui est en place. Si vous ne suivez pas, vous n'avez pas ce programme, vous voyez, c'est pourquoi des étudiants congolais, quand ils voyagent à l'étranger, ils reprennent. Parce qu'il y a un problème de semestre. Vous pouvez quitter ici, si vous avez un programme LM2, vous pouvez faire le second semestre dans un autre endroit si vous avez le même programme. Donc, c'est aussi le côté qui est bon, n'est-ce pas, de LMD. Mais on devrait quand même aller petit à petit, réajuster les choses, s'adapter, parce qu'il faudrait avoir des outils pour utiliser les ordinateurs, parce que c'est un système qui nécessite beaucoup de recherche. Et des étudiants devraient avoir des outils nécessaires pour affronter les réalités qui sont donc inhérentes, n'est-ce pas, à ce système. Voilà, si vous me permettez de rentrer, parce que je parlais de l'éducation. Mais nous sommes toujours à l'éducation dans ces points-là. Voilà, sur même d'ordre d'idées. Non, sur même d'ordre d'idées, en fait, c'est mieux de... Voilà, donc je disais, on devrait avoir un programme, on devrait avoir une vision éducative pour notre pays. Parce que, voyez un peu nos universités, on a un problème sérieux des statistiques, mais on devrait quand même connaître, chaque année, il y a combien de diplômés, combien des licenciés, bon, voilà, qui sortent. Par rapport aux filières. Par rapport aux filières. La majorité, nous faisons l'économie. Nous faisons les droits. Surtout ça. Les sciences sociales. Mais le monde aujourd'hui, c'est l'innovation, c'est la technologie. Voilà pourquoi, en fait, je peux prendre aussi que je pose la réaction de Pasteur Miché qui a dit c'est mieux de pouvoir adapter le système éducatif de la République démocratique du Congo par rapport aux réalités.
les réalités de la vie actuelle, voilà. Voilà, aujourd'hui, voilà, c'est un point que je voulais toucher après, mais j'anticipe parce que ça fait partie de l'éducation, sur la recherche et développement. Aujourd'hui, c'est l'économie des services. Avant, c'était, vous voyez, on avait des industries, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est qui génère beaucoup de flux financiers ou le mouvement qu'on regarde dans le monde, c'est en fait le service. Vous voyez, le Google, Apple, tous ces services qui génèrent des milliers de dollars, c'est en fait le service. Et pour y arriver, il faut innover. Et c'est en fait l'innovation qui permettrait alors à un pays de se développer, créer de richesses. Richesse, pardon, selon Schumpeter, donc la description créatrice. Alors, si on n'a pas un bon système éducatif, on n'a pas des ingénieurs qui sont formés, on n'a pas des écoles d'ingénierie et des mathématiques qui sont bien préparées, on n'a pas des outils nécessaires. Apparemment, c'est la classe politique qui pose problème. Voilà, on dit l'État, c'est l'architecte. Voilà. C'est l'État, dans les théories des développements, on dit l'État est l'architecte du développement. C'est l'État qui conçoit. Mais il y a aussi une partie de la population. C'est un sujet profond qu'on peut analyser, sinon on risque de sortir. Non, je vais prendre moi le réaction. Parce que le point sur l'éducatif, l'éducation peut nous prendre toute une tranche. Exactement. Qu'on peut développer. Exactement. C'est sûr qu'on puisse discuter. Non, on revient, en fait, on va y revenir par rapport au système, à notre question d'actualité, les enjeux internationaux, les mondes d'habitation. Quelle stratégie pour le développement de la République démocratique du Congo? J'ai aimé la réaction de M. Marcel, qui évoque au moins les côtés sectaires. En fait, il nous fait revenir encore dans la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a au moins les problèmes de sécurité et la stabilité qui posent problème. Alors, s'il faut que les rôles des multinationaux puissent intervenir au moins par rapport à cette insécurité, quelles seraient vos orientations? Bon. Parce que la RDC est au centre. La RDC est mais il y a aussi l'insécurité aussi qui persiste. Il y a l'insécurité qui persiste. C'est ainsi que moi je saluais l'équipe qui travaille avec le président actuel. Je sens, je ne suis pas proche d'eux, mais je sens vraiment l'intelligence économique qui est mise en place pour étudier les factuels, pour dire que bon, on a traité avec des entreprises, mais voilà, l'essentiel de faire, c'est voilà, attaquer le taureau par ce corne. Voilà, donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui nous travaillons entre États. Donc pour pallier à ce problème, créer la sécurité dans l'Est, nous devions travailler avec des États. Comme aujourd'hui, les partenariats RDC. Nous travaillons toujours avec eux, ils sont là. Avant, on travaillait et aujourd'hui, on a un partenariat. Avant, on n'avait pas de partenariat, les USA et RDC. Aujourd'hui, on est en train d'observer même des avancées qui sont significatives au niveau de l'Est de la RDC. On voit même du point de vue technologie, la RDC commence à posséder des outils, n'est-ce pas, technologiques de la défense nationale qu'on peut louer aujourd'hui. Hein? Donc, je pense que c'est déjà un pas. Ça ne vient pas des trucs au tac. Nous, on aime seulement aujourd'hui et que le tout termine aujourd'hui. On aime préparer aujourd'hui, manger aujourd'hui. Mais le développement, c'est une préparation. Les Américains disent, nous voyons plus que nos parents parce que nous sommes assis sur leurs épaules. Donc, c'est un bon début et on doit espérer que demain, si la situation continuerait de cette façon, on pourrait quand même vivre un Congo de joie, un Congo développé, si la sécurité, la paix s'installe à l'est de notre pays. Merci beaucoup. Les enjeux internationaux, le monde d'habitation, quelle stratégie pour le développement de la République démocratique du Congo, ça a été juste notre question d'actualité de ce matin. Alors, avant de se séparer d'abord avec vous, quelles sont les stratégies de la politique économique en République démocratique du Congo? Que suggérez-vous que le gouvernement actuel, comme les économistes aussi, que vous êtes comme étant les experts, puissent se mettre juste en place pour que la RDC puisse revêtir encore de nouveaux sabelles robes? Bon, il y a économiquement parlant. Il y a beaucoup. Les sciences sociales sont liées. Je parlais de l'éducation, ça fait partie des sciences sociales. Aussi, les économistes abordent ce point.
on ne peut pas parler de développement sans l'éducation, sans l'investissement, si les R&D qu'on appelle la recherche et développement. Donc on doit investir les pays, ou le pays que je disais devrait investir dans les recherches et développement, parce que la portion dans le budget qui est allouée aux recherches et au développement, cette partie est vraiment non significative. Quand vous avez évoqué juste les problèmes de l'éducation, faut-il ignorer les secteurs sanitaires? Vous avez suivi moins votre... Le social, c'est les infrastructures. Il faudrait vraiment aussi aller dans le sanitaire. Il faut créer un écosystème lié aux infrastructures, ça veut dire le transport, parce qu'on devrait avoir le moyen de transport pour produire et exporter. Donc, les gens qui produisent à l'intérieur du pays, pour que cela arrive à Kinshasa, il faudrait les moyens de transport. Mais aussi, comme je disais, on doit former les gens, parce que c'est vraiment la base, la destruction créatrice ou l'innovation vient par une politique qui permet aux universités. On doit aussi avoir cette relation entre les gouvernants et les universités. Il y a beaucoup d'étudiants, des chercheurs qui produisent de recherches, mais qui ne sont pas consultés par ceux qui gouvernent. Donc, il n'y a pas vraiment un lien. Cette collaboration. Entre les recherches et la gestion. Donc, on devrait aussi travailler en ce sens, mettre un pont, pourquoi pas, un représentant qui devrait travailler avec les universités pour voir les productions qui sont vraiment nécessaires pour améliorer en ce sens. Mais aussi, il y a Acemoglu, j'ai lu un livre de Acemoglu et Robinson. Ils ont écrit, c'est en anglais, Why Nations Fail, pourquoi certaines nations échouent. Et ils ont donc parlé qu'on devrait avoir des institutions politiques et économiques inclusives. Donc, des institutions économiques et non extractives. Donc, ils ont démontré des institutions économiques et politiques extractives qui favorisent l'innovation et tout ça qu'on devrait mettre en place. Donc, comme je disais, un écosystème, que ce soit fiscal, parce que la fiscalité aussi est importante dans la maximisation de recettes. On doit travailler sur la corruption, parce que tout ça pose problème. Je crois bien qu'on doit se séparer aujourd'hui. Peut-être prochainement, on pourra juste y revenir à ce qui concerne moi. En ce qui concerne moi, la RDC à mutation dans les secteurs de changement de mentalité où la corruption doit avoir. Les pays. En fait, nous sommes fiers de vous. Nous vous disons merci pour Je vous remercie. Je remercie encore l'équipe de la chaîne pour cette invitation. Et je remercie tous les téléspectateurs de la chaîne qui sont fidèles à cette chaîne, qui suivent, qui continuent de nous motiver pour les différents programmes que vous avez. Et je remercie aussi la personne qui a créé la chaîne, le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les enjeux internationaux, le monde en mutation, quelle stratégie pour développer juste la République démocratique du Congo? C'était juste notre question.